Le soleil de Nouakchott tombait à pic, implacable, sur les tôles rouillées des quartiers périphériques. Dans une chambre aux murs écaillés, Abdoulaye traînait les pieds, les épaules affaissées, l'âme en panne. À 27 ans, il n'avait ni emploi stable, ni diplôme utile, ni avenir clair. Ce matin encore, il s'était levé avec l'estomac vide, après avoir dormi sur un matelas trop fin posé à même le sol, dans une pièce partagée avec les moustiques et le silence. Autrefois, il rêvait de devenir ingénieur. Aujourd'hui, il survivait en lavant des voitures ou en portant des sacs au marché, quand on voulait bien de lui. Chaque fin de journée se terminait dans un petit café au bord d'un garage, où les hommes fumaient plus de chagrin que de tabac. Il y restait des heures, regardant le ciel se teinter d'orange, sans savoir si demain serait différent. Sa mère, restée à Kaïdi, lui envoyait parfois des messages vocaux. Elle toussait beaucoup. Le médecin lui avait diagnostiqué une maladie pulmonaire, et il fallait de l'argent. Beaucoup. Trop. Abdoulaye avait honte. Honte de ne pouvoir aider. Honte d'être devenu un homme qui ne produit que des excuses. C'est dans ce contexte que tout changea. Ce jour-là, il était assis devant le garage de Samba, à gratter son téléphone pour lire les nouvelles gratuites. Un homme s'approcha. Costume beige parfaitement taillé, chaussures brillantes, mallette en cuir à la main, incongru, presque irréel dans ce décor poussiéreux. « Abdoulaye Fall » demanda-t-il d'une voix posée. Le jeune homme releva la tête, méfiant. « C'est moi. Vous êtes qui ?»« Maouloud, notaire. Je travaille pour une cliente qui souhaite vous rencontrer. » Dans des conditions très particulières. Abdoulaye haussa un sourcil. Le notaire sortit une carte de visite qu'il lui tendit avec élégance. « Je vous propose un rendez-vous demain matin, à 9 heures, à cette adresse. Ce que j'ai à vous offrir peut changer votre vie. »« Offrir ? Vous êtes venu me vendre un rêve ou quoi ? Je suis venu vous proposer un marché. Libre à vous de refuser. Mais si vous avez encore un peu de curiosité, soyez à l'heure. » Puis, il tourna les talons et disparut, laissant derrière lui une traînée d'interrogations. Le lendemain matin, poussé par un mélange de faim, d'orgueil meurtri et de fatalisme, Abdoulaye se rendit à l'adresse indiquée. Un immeuble luxueux, marbre et silence climatisé. L'ascenseur lui donna le vertige. Au 6e étage, une grande porte s'ouvrit sur un bureau élégant. Le notaire l'attendait. Sur la table, une pile de documents et une photo en noir et blanc d'une femme très âgée, très riche apparemment. « Voici le marché, » dit Maouloud. « Ma cliente souhaite se marier. Elle vous a choisi. En échange, vous aurez un logement, une somme de 25 millions d'ouguias, un revenu mensuel fixe. » Abdoulaye éclata de rire. Un rire nerveux, presque désespéré. « C'est une blague ? Non, c'est une proposition sérieuse. Elle a ses raisons. Vous serez bien traité. Discrétion et loyauté exigée. » Le jeune homme sentit son cœur battre trop fort. Le mot mariage le heurta, mais le mot mère, dans sa tête, lui hurla plus fort. Et le poids des dettes, des humiliations, de la faim. Qui est cette femme ? Vous la verrez en temps voulu, si vous acceptez. Un silence. Et si je refuse ? Rien ne changera. Votre vie reprendra là où vous l'avez laissée. Abdoulaye baissa les yeux. Ses doigts tremblaient. Et pourtant, ce fut d'une voix étonnamment calme qu'il dit « D'accord, j'accepte. » Et à cet instant précis, sans qu'il le sache, sa vie bascula dans une histoire plus noire qu'il ne pouvait l'imaginer. La villa se dressait à la lisière du désert, comme un mirage figé dans le silence. Un haut mur de pierre fendue, surmonté de tessons de bouteilles, entourait la propriété. Une chaleur sèche montait du sol, rendant l'air immobile. Abdoulaye était arrivé à l'aube, conduit par le même notaire à l'allure spectrale. On lui avait tendu un boubou blanc, neuf, amidonné. Et pour la cérémonie, y avait-on simplement dit, dans la cour, aucun bruit. Pas de rire, pas de musique, pas de famille. Juste 2 témoins muets, probablement des employés, qui signèrent le registre sans même lever les yeux. Puis elle entra. Mais Mekumba, elle marchait lentement, presque mécaniquement, appuyée sur une canne en bois d'ébène. Son boubou beige flottait autour d'elle comme une brume ancienne. Son visage, parcheminé par le temps, était impassible. Pas de sourire, pas un mot. Elle ne regarda même pas Abdoulaye.
Elle leva à peine les yeux lorsque le notaire prononça les paroles d'usage. Quand vint le moment d'échanger les consentements, elle hocha simplement la tête une fois. Lui, la gorge sèche, murmura un « oui » à peine audible. Puis ce fut fini. Le notaire leur souhaita une longue vie ensemble, sans ironie apparente. Il remit à Abdoulaye une clé, un trousseau en fait, avec une seule clé en argent au bout. « Et voici votre chambre. La sienne est à l'étage. Elle n'aime pas être dérangée. » Abdoulaye fut conduit à une aile ouest, un espace vaste, climatisé, au mobilier ancien mais somptueux. Un lit immense, une salle de bain en marbre, une télévision qu'il n'osa même pas allumer. Tout semblait appartenir à une autre époque, figée. Il n'entendait rien, même pas le vent. Seul le tic-tac d'une horloge murale, lancinant, rythmait le temps. Le soir venu, il sortit prudemment de sa chambre, tentant d'apercevoir Mame Kumba. Elle était dans le salon, immobile dans un fauteuil, les yeux fixés sur un point invisible au mur. Une lampe ternie diffusait une lumière jaune sur son visage ridé, presque sculpté. Quand il s'approcha pour parler, elle se leva sans un mot et grimpa lentement les escaliers. Arrivée au sommet, elle referma la porte de sa chambre. Un claque métallique, verrouillé à double tour. Cette nuit-là, Abdoulaye ne dormit pas. Le lendemain, il tenta de comprendre. Il interrogea la domestique, une femme discrète qui semblait éviter son regard. Elle se contenta de lui dire « Elle vit selon ses habitudes, ne cherchez pas à la changer. » Il erra dans la villa, découvrant des pièces closes, des objets recouverts de draps blancs, des portraits anciens au regard mélancolique. L'un d'eux attira son attention. Un homme jeune, en uniforme colonial, posant fièrement à côté d'une femme, bien plus jeune que Mame Kumba. Elle avait alors peut-être 20 ans. Un détail glaçant. Elle avait déjà ce même regard vide. Les jours suivants, la routine s'installa dans une étrange cohabitation. Ils ne mangeaient pas ensemble. Elle sortait rarement de sa chambre, descendait parfois lire un livre ancien ou fixer les murs. Aucun mot, aucun contact. Un soir, en fouillant par ennui dans la bibliothèque, Abdoulaye tomba sur un vieux cahier. Il l'ouvrit. Des lettres, écrites d'une main tremblante. Signées M. Sage. Des mots étranges, des souvenirs flous, une obsession récurrente, le retour d'un enfant perdu, un amour volé, une dette qui n'a jamais été réglée. Le cœur serré, Abdoulaye reposa le cahier. Une peur sourde s'installa en lui. Et pour la première fois, il murmura à voix haute « Dans quoi est-ce que je me suis embarqué ?» Le temps, dans la villa, ne passait pas. Il s'étirait, s'accrochait au mur, rampait sous les portes closes comme une brume ancienne. Abdoulaye vivait désormais au rythme du silence. Mame Kumba, l'épouse invisible, restait recluse dans ses habitudes énigmatiques. Elle descendait le matin, s'asseyait dans le salon pendant 1 heure sans un mot, puis remontait comme une ombre. Elle n'avait toujours pas échangé une seule phrase avec lui. Abdoulaye, lui, commençait à sentir le poids d'une présence qui dépassait leur simple cohabitation. Ce n'était pas seulement une maison, c'était un mausolée. Un après-midi, alors que le soleil plongeait lentement derrière les dunes, il poussa une porte oubliée du couloir nord. La poignée était rouillée, la pièce plongée dans la pénombre. Une odeur de papier ancien, de bois moisi, lui monta aux narines. Là, dans des caisses poussiéreuses et des étagères effondrées, reposait un monde disparu. Il y trouva des albums photos aux couvertures en cuir craquelé. Les premières pages montraient une jeune femme magnifique, le regard franc et le sourire assuré. Pas de doute, c'était Mame Kumba dans ses jeunes années. Elle posait au bras d'hommes bien habillés, dans des salons chics, dans des champs de coton à perte de vue, devant des bâtiments d'usines portant une enseigne. Industries Kumba & Frères. Des journaux jaunis traînaient à même le sol. L'un d'eux, daté de 1963, titrait « La lionne du textile, Mame Kumba, une femme d'affaires redoutable à la conquête de l'Afrique de l'Ouest ». Il découvrit aussi des lettres, pliées avec soin dans une boîte à bijoux. Certaines écrites par elle, d'autres adressées à un certain Amadou S, un nom qui revenait souvent. Les mots étaient passionnés, brûlants de promesses et de révoltes. On parlait de projets, de rêves, de fuites. Et soudain, dans les lettres suivantes, tout s'assombrissait. « Ils m'ont tout pris.
Amadou, je t'en supplie, ne reviens pas. Je n'ai plus que mon nom et ma haine. Puis plus rien, un silence d'encre. Abdoulaye referma la boîte, la gorge nouée. Il commençait à comprendre. Cette femme qu'il avait épousée contre une somme d'argent était bien plus qu'une vieille, silencieuse. Elle avait été une reine, trahie par un royaume qui l'avait ensuite ensevelie dans le silence. Dans un autre carton, il découvrit un journal intime, relié en cuir brun, dont les dernières pages étaient à moitié arrachées. Les premières pages étaient claires, presque joyeuses, racontant l'ambition, les réussites, les premiers pas d'une femme qui refusait de plier. Mais peu à peu, l'écriture devenait hachée, sombre. Une phrase revint à plusieurs reprises, comme un mantra de douleur. « Ils ont pris mon enfant, ils m'ont pris ma vie. » Abdoulaye sentit un frisson lui traverser l'échine. Ce n'était pas seulement l'histoire d'une déchéance, mais d'un arrachement profond, une blessure ouverte. Quand il releva la tête, il sentit soudain que la pièce était plus froide qu'auparavant. Et derrière lui, un bruit sec, discret, presque imperceptible. Le claquement d'un pas dans le couloir. Il sortit lentement, tendu, mais il n'y avait personne. La nuit venue, il ne put dormir. Des questions l'assaillaient. Quel était ce « enfant » dont elle parlait? Qui était Amadou? Et pourquoi lui, Abdoulaye, avait-il été choisi? Par hasard ou dans un plan mûri depuis longtemps? Dans le miroir de sa chambre, il se regarda longuement. Il se sentit petit, piégé, non pas dans un mariage, mais dans un labyrinthe de fantômes. La maison était, plus que jamais, un cercueil de souvenirs. Chaque jour, Abdoulaye en découvrait un nouveau fragment, un nouveau murmure venu du passé. Un mouchoir brodé au fond d'un tiroir, une coupure de journal collée contre une vitre, une mèche de cheveux dans un livre. Tout semblait avoir été laissé là pour être trouvé, ou oublié à jamais. Mais ce matin-là, tout changea. Mame Coumba l'attendait dans le salon. Elle était là, droite, immobile dans son fauteuil, comme toujours. Sauf que cette fois, elle leva la tête quand il entra. Et parla. « Assieds-toi !» Sa voix était lente, grave, usée mais pleine d'une autorité qui glaçait le sang. C'était la première fois qu'il l'entendait réellement. Abdoulaye obéit, le cœur battant. Il avait presque peur de briser l'instant, comme si un simple mot pouvait réveiller quelque chose d'enfoui, depuis trop longtemps. Elle le fixa longuement, sans expression. « Tu ne m'as pas épousé. » Elle marqua une pause, comme pour peser chaque mot. « Tu as épousé mes silences, et chaque silence porte un nom. » Il frissonna. Son regard à elle était fixe, intense. On aurait dit qu'elle parlait à travers les murs ou à travers les années. Il voulut répondre, mais elle leva la main. « Tu peux rester ici. Tu seras nourri, vêtu, riche si tu le veux. Je n'ai besoin de rien, juste que tu n'ouvres aucune porte que je n'ai ouverte et que tu ne poses jamais de questions. » Le silence qui suivit fut plus assourdissant que ses paroles. Abdoulaye acquiesça lentement. Que pouvait-il dire? Il se souvenait du notaire, du contrat, de la chambre fraîche et du compte bancaire ouvert à son nom. Il n'avait rien, et elle lui offrait tout, à condition de ne rien chercher. Mais dans les jours qui suivirent, ce pacte devint une cage invisible. Tout ce qu'il ne devait pas faire devenait irrésistible. Il commença à observer, à noter les heures où elle descendait, les livres qu'elle consultait, les lettres qu'elle relisait en cachette dans le salon, qu'elle brûlait ensuite dans la cheminée. Elle pleurait parfois, sans bruit, comme si même la douleur devait rester muette. Et puis, un soir, il entendit quelque chose, des murmures. Il sortit de sa chambre à pas feutrés. Il n'y avait que Mame Coumba dans la maison. Et pourtant, une voix grave, masculine, résonnait derrière une porte close. Il s'approcha. C'était la porte du grenier, un lieu qu'il n'avait jamais exploré. Il colla l'oreille. Rien. Puis un grincement, comme si une chaise venait de bouger à l'intérieur. Il recula. Le lendemain, il demanda à la domestique. « Vous êtes sûr que nous sommes seuls ici ?» Elle pâlit légèrement, baissa les yeux. « Il ne faut pas écouter ce qu'on ne voit pas. » Elle tourna les talons, laissant Abdoulaye seul, la nuque glacée. Ce soir-là, il repensa aux mots de Mame Coumba. Chaque silence porte un nom. Et il sut, au fond de lui, qu'un jour, il finirait par les prononcer, ces noms, même si cela devait le détruire. L'interdit avait été brisé sans bruit.
Une pluie fine balayait le désert ce soir-là. Une rareté presque surnaturelle. Abdoulaye, poussé par une fièvre intérieure qu'il ne comprenait plus, s'était faufilé dans l'aile nord de la villa, là où le bois des portes était mangé par les termites et l'air sentait la naphtaline. Sous une trappe dissimulée par un vieux tapis, il trouva un vieux coffre de voyage en cuir craquelé, fermé par une serrure rouillée. Il força l'ouverture avec un tournevis. À l'intérieur, des vêtements d'un autre temps, des dossiers rongés par l'humidité, et, au fond, une photo, seule, protégée dans un papier de soie jaunie. Il la tira doucement, le souffle suspendu. Sur l'image, un homme jeune, élégant, les yeux fiers. Il portait un enfant dans ses bras. Une petite fille aux nattes serrées. Et à côté d'eux, un adolescent à la peau dorée, mince, au regard grave. Abdoulaye sentit un frisson lui traverser la nuque. Ce visage, c'était le sien. Ou plutôt, quelqu'un qui lui ressemblait à s'y méprendre. Presque un reflet à travers le temps. Il retourna la photo. Une écriture fine, tremblante. « Toi, ton père et moi, été 1983. » Le cœur battant, il sortit du grenier, descendit les escaliers 4 à 4. Il trouva Mame Coumba dans le salon, comme chaque soir, assise face à la fenêtre. Elle ne se retourna même pas quand il entra. « Qui est sur cette photo ?» demanda-t-il, la voix brisée. Elle ne répondit pas. « Pourquoi est-ce que cet enfant me ressemble ? Qui est mon père, Mame Coumba ? Dis-le-moi !» Elle se leva lentement, dos toujours tourné, puis avança vers la porte du salon. Avant de sortir, elle se retourna enfin. « Tu n'as pas le droit de réveiller ce qui doit rester mort. » Et elle claqua la porte derrière elle, laissant Abdoulaye seul avec le fracas de ses mots. Cette nuit-là, le sommeil fut un abîme. Et dans cet abîme, le passé vint le chercher. Il rêva d'un incendie. Des flammes hautes comme des arbres dévoraient une maison de briques rouges. Des cris, des pas qui fuient. Un enfant hurlant dans un berceau. Et au milieu de la fumée, une silhouette féminine avançait lentement, les bras noirs de suie, tenant contre elle un petit corps inerte. Elle criait « Pas de douleur, non, de vengeance. Ils l'ont pris, ils me l'ont pris. » Puis la voix changea. Elle devenait celle de Mame Coumba. « Ils m'ont volé mon sang, et maintenant il revient, pour tout raviver. » Abdoulaye se réveilla en sursaut, trempé de sueur. Dans le silence oppressant de la villa, il entendit un grincement au plafond, puis des pas, lents, très lents. Il se leva. Il n'avait plus peur. Il comprenait. Il ne s'agissait plus seulement d'un mariage étrange. Il avait ouvert une tombe, et dans cette tombe, il y avait peut-être lui-même. Les jours suivants furent un vertige. Depuis le rêve, depuis la photo, Abdoulaye vivait comme dans une brume lourde, collante qui l'enveloppait à chaque pas. Le visage de son père, ce père inconnu, hantait ses pensées. L'homme sur la photo ne cessait de revenir, de le fixer comme s'il lui confiait une mission depuis l'au-delà. Et le silence de Mame Coumba. Ce silence, désormais, hurlait. Il décida de retourner voir le notaire. Le bureau était à l'écart de la ville, dans une maison basse et anonyme. Le même homme à l'élégance poussiéreuse l'accueillit, un peu surpris de le revoir si tôt. Mais cette fois, Abdoulaye ne demandait plus, il exigeait. « Qui suis-je pour elle ? Pourquoi m'a-t-elle choisi ? Je ne suis qu'un homme de contrat, » répondit l'autre, visiblement mal à l'aise. « Vous saviez depuis le début. Dites-le. » Le notaire soupira. Il enleva ses lunettes. Pour la première fois, il parut vieux. « Il y a longtemps, ton père, Mamadou Sy, était contremaître dans l'une des usines textiles de madame. Un homme loyal, apprécié. Mais il y eut un vol de fonds. Tout désignait ton père. Un coup monté, sûrement. Mais dans ces années-là, on ne cherchait pas trop la vérité. On l'a licencié, publiquement, humilié. 3 mois plus tard, on l'a retrouvé pendu dans un entrepôt désaffecté. Le monde d'Abdoulaye bascula. Le notaire poursuivit, la voix plus basse. Ta mère était alors domestique chez Mame Coumba. Elle n'avait que 19 ans. Après le drame, elle fut chassée sans ménagement. L'enfant, toi, tu n'étais encore qu'un bébé. Elle est partie avec toi dans la nuit, sans laisser d'adresse. Abdoulaye sentit une main invisible lui broyer la poitrine. Il murmura « Et elle, Mame Coumba, elle savait tout cela. Elle a tout fait pour vous retrouver, mais pas pour s'excuser, non.
pour comprendre, pour surveiller, et peut-être pour se venger. De quoi? De qui? Nul ne le sait vraiment. Le notaire plongea son regard dans celui d'Abdoulaye. Tu n'as pas été choisi au hasard. Tu es l'enfant d'un fantôme. Et tu vis aujourd'hui dans la maison qui l'a détruit. Ce soir-là, en rentrant à la villa, Abdoulaye sentit que quelque chose avait changé. Les murs lui semblaient plus étroits, les portraits plus menaçants. Il revit la photo dans le coffre, les lettres dans la bibliothèque, la voix dans ses rêves. Il alla dans le jardin arrière, un endroit qu'il n'avait jamais exploré. À l'ombre d'un vieux baobab, il vit une pierre plate, à peine visible sous la mousse. Il gratta la surface. Un nom y était gravé, presque effacé par le temps. Mamadou Sy, 1956-1984. Et juste en dessous, une autre inscription, en lettres plus petites. Que justice soit faite! Le sol se déroba sous ses pieds. Il comprenait tout, enfin. Il n'était pas seulement un époux acheté par le désespoir. Il était l'arme d'une revanche commencée bien avant sa naissance. Une revanche que Mamécoumba n'avait jamais abandonnée. Et maintenant qu'il était là, dans cette maison, elle venait de commencer. Il avait cru qu'en découvrant la vérité, il gagnerait une forme de liberté. Mais il n'avait fait qu'ouvrir la cage. Depuis le soir où Abdoulaye était revenu du notaire, la maison s'était refermée sur lui comme un piège. Les grilles extérieures avaient été soudainement verrouillées. Le portail électrique ne répondait plus. Les domestiques avaient disparu sans un mot, comme dissous dans l'air. Même son téléphone, qu'il avait laissé dans un tiroir, ne captait plus aucun réseau. Plus de signal, plus de sorties. Et surtout, Mamécoumba n'était plus la même. Elle n'était plus la vieille femme absente, l'épouse fantôme. Elle était devenue maîtresse des lieux, souveraine d'un royaume sans fenêtre. « Tu veux savoir ce que ton père a vécu ?» avait-elle dit un matin, les yeux secs, la voix tranchante. « Alors tu vas le vivre. » Dès lors, chaque jour devint une épreuve. Elle l'obligeait à se lever à l'aube, à marcher pieds nus sur les dalles brûlantes de la cour. Elle lui imposait de nettoyer chaque pièce, chaque objet ancien, comme s'il devait effacer lui-même l'histoire. Elle le privait d'eau, puis lui en donnait trop tard. L'argent, plus rien. Les vêtements, confisqués, remplacés par de vieux habits rêches, dépareillés. Et surtout, partout, des caméras. Petites, invisibles, installées dans les coins, dans les couloirs, même dans sa chambre. Chaque geste, chaque regard, chaque plainte était filmée. Elle le regardait souffrir comme on regarde une pièce de théâtre, dont on aurait écrit chaque ligne. Et elle parlait, souvent, mais jamais pour l'apaiser. Ton père a crié, il a supplié. Personne ne l'a cru. Et moi, on m'a ri au nez. Tu crois que tu peux t'en sortir en comprenant? La compréhension n'efface rien. Il tenta de fuir. Une nuit, il força la serrure du garage. Il avait repéré un vieux vélo, crevé mais encore solide. Il pédala dans le sable, sous la lune, le cœur battant. Il roula jusqu'à l'entrée du domaine. Mais une barrière l'attendait. Électrique, nouvelle, infranchissable. Il revint, en sueur, les jambes en feu. Le lendemain, elle l'attendait sur le perron. Même ton père a tenté. Il a échoué. Toi aussi. Les jours se mélangèrent. Abdoulaye ne savait plus quel jour on était. Il ne dormait plus que par épuisement. Il parlait seul. Des voix semblaient résonner dans les couloirs, répliques d'un passé trop lourd. Il revoyait son père. Il revoyait sa mère, cette silhouette floue dans sa mémoire. Une femme jeune qui chantait doucement, le soir pour l'endormir. Avait-elle survécu à l'exil? Était-elle encore en vie? Un soir, alors qu'il lavait à genoux le sol du couloir principal, Mamécoumba passa près de lui. Elle s'arrêta, le regarda, longtemps. « Tu es presque prêt, murmura-t-elle. « Prêt pour quoi ?» souffla-t-il. Elle sourit, un rictus triste et cruel à la fois. Pour comprendre que le pardon est une forme de torture. Puis elle s'éloigna. Ce soir-là, Abdoulaye pleura. Pas de douleur, ni de colère. Il pleura parce qu'il comprenait enfin. Ce n'était pas lui qu'elle punissait. C'étaient eux, les absents, les morts, les traîtres. Et il n'était qu'un miroir dans lequel elle faisait revivre la souffrance. C'était un soir d'orage. Un de ces soirs rares où même le désert semble frémir. Le vent hurlait entre les murs,
et la villa vibrait comme un corps malade. Abdoulaye, recroquevillé dans un fauteuil de la bibliothèque, lisait en silence, les yeux brûlés de fatigue. Sa peau portait encore les traces des humiliations. Ses mains étaient calleuses, ses rêves vidés de lumière. Et soudain, un bruit, un choc lourd, puis un gémissement. Il se leva d'un bond. Le son venait du salon. Il courut, pieds nus, le cœur battant. Là, étendu au sol, Mame Coumba tremblait, les lèvres bleues, les yeux mi-clos. Elle s'était effondrée près du fauteuil où elle passait chaque nuit, seule dans ses souvenirs. Il resta figé une seconde, une seule, puis il courut. Il la releva doucement, la porta jusqu'à sa chambre, une pièce qu'il n'avait jamais franchie. L'air y était lourd de parfums anciens, de photos encadrées, de draps de lin épais. Il l'allongea, chercha ses médicaments dans un tiroir, trouva une boîte, hésita, puis la força à avaler les comprimés. Il la recouvrit d'un drap, mouilla un linge pour calmer sa fièvre. Elle ne disait rien. Elle respirait, c'est tout. Il resta là toute la nuit. À l'aube, quand elle rouvrit les yeux, elle le vit assis près d'elle, épuisé, présent. « Pourquoi ?» souffla-t-elle d'une voix presque brisée. « Pourquoi ne pas m'avoir laissé mourir ?» Il la fixa. Lentement, il répondit. « Parce que la haine n'efface pas la douleur. Elle l'entretient. Et la tienne, elle n'est pas plus forte que ma lucidité. Vous m'avez fait mal, oui, mais je ne veux pas devenir un reflet de ce que vous avez subi. » Un silence immense. Puis, contre toute attente, les larmes coulèrent sur les joues ridées de Mame Coumba. Des larmes lourdes, lentes, que rien ne semblait pouvoir arrêter. « Je voulais que tu sentes » Sa voix se brisa. « Ce que c'est d'être oublié, trahi, qu'on efface ton nom, ta dignité, ton enfant. Je ne pouvais pas pardonner à ton père, ni à ta mère, ni à moi-même. » Elle parlait, enfin. Elle raconta l'usine, les hommes qui l'avaient manipulée, les actionnaires qui l'avaient utilisée, puis retournée contre ses propres ouvriers. Comment, par orgueil, elle avait préféré condamner un innocent plutôt que de perdre son autorité. Comment elle avait fait expulser la mère d'Abdoulaye, persuadée qu'elle avait participé à cette trahison. « Je savais, murmura-t-elle, je savais depuis le début que tu étais l'enfant de Mamadou. Si, j'ai tout fait pour te retrouver. Pas pour te faire du bien, pour comprendre ce que j'avais détruit. » Abdoulaye baissa les yeux. Il ne ressentait plus de haine, juste une immense fatigue. Et peut-être, dans un coin de son cœur, un début de compassion qu'il ne comprenait pas lui-même. Mame Coumba lui tendit la main. Il hésita, puis la prit. Ce matin-là, dans une chambre où le passé s'était tant de fois refermé sur lui-même, quelque chose bascula. Une fissure s'ouvrit dans le mur du silence. Et par cette fissure, entra enfin une lumière. Le silence entre eux n'était plus le même. Il ne pesait plus. Il suspendait. Depuis cette nuit où Abdoulaye lui avait tendu la main, Mame Coumba ne se cachait plus. Elle ne portait plus ses boubous majestueux, ni ses parures anciennes. Elle restait souvent en robe de chambre, les cheveux attachés simplement. Sa voix était plus lente, moins tranchante. Sa présence, plus humaine. Et un soir, alors que la chaleur s'était retirée avec le soleil, elle l'appela dans le petit salon bleu, la seule pièce de la villa toujours fermée à clé jusque-là. « Viens, assieds-toi, je n'ai plus de force pour cacher. » Il entra. La pièce était pleine de photos encadrées, de dessins d'enfants, de livres annotés à la main. Sur une étagère, un ours en peluche, usé. Elle se tenait assise, un album ouvert sur les genoux. « C'est ici que j'ai pleuré le plus, » dit-elle doucement. « Ici que j'ai attendu qu'on me rende ce qu'on m'avait pris, et que j'ai compris qu'on ne rend jamais le passé. On le traîne, ou on le transforme. » Elle tourna une page. Il vit une photo d'un bébé enveloppé dans un pagne vert, dormant dans les bras d'une femme jeune qu'il reconnut aussitôt, sa mère. Et au fond de la photo, une silhouette floue. Mame Coumba, plus jeune, plus dure. « Je savais que tu étais vivant, » murmura-t-elle, « et je t'ai cherché, non pas pour te retrouver, mais pour t'utiliser. » Elle se redressa, le regard rivé au sien. « Je t'ai choisi, moi-même, parce que tu me ressemblais, parce que tu étais le fruit de ceux que je pensais haïr. Je voulais que tu m'aides à punir un monde qui ne m'a jamais cru, mais en te regardant vivre ici, en voyant ta solitude, ton courage, ton silence à toi,
J'ai compris que je ne voulais pas seulement te faire souffrir. J'espérais, sans me l'avouer, que tu sois celui qui mettrait fin à tout ça. » Elle ferma l'album. Long silence. « Alors tu vois, Abdoulaye, ce que je te demande, ce n'est pas de me pardonner. C'est simplement de m'entendre. Une fois, vraiment. » Il resta là, le dos raide, les poings serrés. Pardonner. Le mot lui semblait presque indécent. Tout en lui criait le contraire. Et pourtant, il n'avait pas envie de partir. Pas envie de fuir. Pas cette fois. Il l'observa. Non plus comme la bourreau qu'elle avait été, mais comme une vieille femme fatiguée. Vidée, brisée. « Je ne sais pas si je peux pardonner, dit-il enfin, mais je peux écouter et te regarder autrement. » Mamkoumba hocha la tête. Ses lèvres tremblaient. C'est déjà beaucoup plus que ce que j'espérais. Cette nuit-là, il resta assis près d'elle, sans parler. Les mots n'étaient plus nécessaires. Il n'y avait plus de victoire, plus de vengeance. Juste deux êtres, abîmés par le même passé, l'un face à l'autre. Et peut-être, pour la première fois, libres. Le matin était clair, sans vent. Un de ces matins où le silence semble avoir quelque chose de sacré. Abdoulaye se leva plus tard que d'habitude. La veille, il avait veillé longtemps, à écouter Mamkoumba lui raconter encore des fragments de son passé, des noms effacés, des lieux disparus, des douleurs anciennes qu'elle n'avait jamais osé nommer à voix haute. Quand il entra dans le salon, la lumière baignait la pièce d'un or pâle. Elle était là, dans son fauteuil habituel, les mains croisées sur ses genoux, les yeux fermés. On aurait dit qu'elle dormait, mais très vite, il comprit. Elle ne respirait plus. Il ne cria pas. Il ne trembla pas. Il s'agenouilla doucement à côté d'elle. Il l'observa longtemps, en silence. Elle était paisible, presque belle, délivrée. Sur la petite table à ses côtés, une enveloppe, froissée mais intacte. Il y avait son nom dessus, écrit d'une main ferme mais tremblante. Abdoulaye. Il l'ouvrit, le cœur battant. « Mon fils de la douleur, tu es entré dans ma vie comme une ombre, et tu en sors comme une lumière. Je t'ai pris pour punir le monde, et tu as puni ma haine en m'aimant sans le vouloir. Je t'ai brisé pour me venger, et tu m'as réparé sans le savoir. Tu m'as obligé à regarder mon propre visage, pas celui de la femme puissante, pas celui de la veuve ni de la bourreau, celui de l'être humain, seul, fatigué, égaré. Je n'ai pas su aimer, mais j'ai su voir. Et je t'ai vu, entier, debout, silencieux, mais vivant. Je n'ai plus rien à t'imposer. À mon tour, je te rends libre. Je t'ai laissé la maison, les terres, l'entreprise. Tu n'y trouveras ni gloire, ni fortune sans effort. Mais tu y trouveras peut-être ce que je n'ai jamais su créer. Un avenir. Pardonne si tu veux. Oublie si tu peux. Mais surtout, vis. Mamkoumba. » Les larmes vinrent, lentes. Pas de violence, pas de colère. Il pleura sans bruit, comme un homme qui dénoue un nœud qu'il portait au ventre depuis toujours. Ce n'était pas de la tristesse, ce n'était pas vraiment du soulagement. C'était autre chose, quelque chose de plus grand. Un amour étrange, grave, venu d'un lieu qu'il ne comprenait pas encore. Il sortit dans la cour. Le vent du désert soufflait doucement. Le ciel était vaste, d'un bleu presque blanc. Il leva les yeux, et pour la première fois depuis longtemps, il ne pensa pas à fuir. Il ne pensa pas à venger, à comprendre, ni même à reconstruire. Il pensa simplement à vivre, fin,